Nous sommes libres de faire nos choix, bien évidemment. Sinon, ça sert à quoi de parler de justice, de mérite ou même de morale? C'est évident, c'est tellement évident que c'est excessivement facile de le tester en dehors de notre intuition subjective. Pas de libre arbitre, mais qu'est-ce qu'il raconte? Aujourd'hui, nous allons parler de l'une des idées les moins intuitives que l'humanité ait jamais cru, le libre arbitre. Il est culturellement appris, mais tellement instable qu'il semble s'effondrer à la moindre introspection. Vous savez, cette impression qu'on aurait choisi librement, ce sentiment que notre décision, notre réaction vient de nous. Il paraît familier, mais que se passe-t-il lorsque vous réfléchissez aux raisons pour lesquelles vous avez pris telle décision? Nos cultures ont inventé des raisons pour expliquer cette contradiction. Les démons, la manipulation par les autres, des flux magiques, le karma, les chakras, l'astrologie et bien d'autres choses. Très tôt dans l'histoire des idées, la plupart des philosophes ont eu l'intuition que notre liberté la plus fondamentale semblait bien trop buggée pour être vraie. Socrate, Schopenhauer, les stoïciens, Spinoza et même des philosophes dont le nom ne commence pas par S, se sont demandé jusqu'où la liberté humaine était réelle. Grâce aux sciences cognitives, à la neurologie, à l'imagerie cérébrale, nous pouvons apporter des réponses empiriques. Nous commencerons par revenir sur l'intuition multimillénaire des philosophes qui pensaient que quelque chose clochait dans notre idée de liberté. Puis nous essaierons de comprendre comment la science aujourd'hui essaie de répondre aux questions que nous nous posons. Enfin, nous nous demanderons quelles sont les conséquences pour nous si nous n'avons effectivement pas de libre arbitre. C'est parti! En 1839, Arthur Schopenhauer écrit « L'homme peut faire ce qu'il veut, mais il ne peut pas vouloir ce qu'il veut ». Souvenez-vous de la dernière fois que vous êtes allé au restaurant. Vous pouviez commander une pizza, une crêpe ou une moule frite. Mais à quel moment exactement avez-vous décidé d'avoir envie de faire le meilleur choix possible, c'est-à-dire la crêpe complète? Sommes-nous libres de décider ce que nous voulons? Pourquoi ai-je eu envie d'une crêpe plutôt que d'une pizza? Pourquoi ce désir à ce moment précis, dans ce contexte précis? Pourquoi tel comportement me semble naturel alors qu'il ne l'est pas pour d'autres? Dans Le monde comme volonté et comme représentation, il développe l'idée que le monde n'est pas seulement ce que nous voyons ou comprenons, il est aussi l'expression d'une force plus profonde, plus radicale, qu'il appelle la volonté, der Wille. Une force irrationnelle, aveugle, sans but ni direction, qui se manifeste dans tout ce qui vit et qui nous traverse entièrement à travers nos pulsions, nos besoins, nos envies, notre corps lui-même. Et cette volonté, nous n'en sommes pas les auteurs, nous en sommes les expressions. Quand je veux quelque chose, ce n'est pas moi qui le veux, c'est la volonté qui veut à travers moi. Si je ne suis pas l'auteur de mes désirs, alors mes décisions ne sont que des réactions à quelque chose de bien plus profond que je ne peux pas contrôler. Mon choix n'est que l'expression visible d'une force plus vaste qui m'habite. Il n'appartient pas à ma conscience, même s'il se manifeste à travers moi. Nous agissons selon cette volonté sans jamais pouvoir en contrôler l'origine, car cette origine est en nous, mais elle n'est pas de nous. Schopenhauer a eu la chance d'être un nain récent sur les épaules de géants. Socrate formule déjà 2000 ans plus tôt une intuition proto-déterministe. Si l'on agit mal, c'est parce que notre esprit se trompe. Dans sa manière d'interroger les autres, dans sa manière de penser l'éthique et la connaissance, il a fait émerger une idée, c'est que si nous agissons mal, ce n'est pas par choix, mais par ignorance. Nul n'est méchant volontairement. Cette phrase, ce n'est pas une excuse, c'est un constat sur la nature humaine. Si l'on agit mal, c'est qu'on croit bien faire ou qu'on ne comprend pas ce qu'on fait pour Socrate. Autrement dit, quand nous faisons du mal, ce n'est pas parce que nous avons choisi de faire du mal, mais parce que nous avons cru à tort que c'était le bien. Nous suivons ce que notre esprit croit être juste à un moment précis. Si notre esprit se trompe, alors notre action se trompe avec lui. Pour Socrate, la liberté n'existe qu'à une seule condition, savoir ce qu'est le bien. Mais tant que cette connaissance est incomplète ou fausse, nos décisions sont guidées par ignorance. Et tant que nous ne savons pas ce que nous faisons, nous ne le décidons pas vraiment. Enfin, pour Spinoza, le libre arbitre est une illusion purement et simplement. Il écrit « Les hommes se croient libres parce qu'ils ont conscience de leurs actions
mais ignore les causes qui les déterminent. Chaque idée, chaque désir, chaque décision découle d'une chaîne infinie de causes dont nous ne percevons qu'un fragment. Notre sentiment de liberté, c'est simplement une illusion produite par l'ignorance des causes. Pour Spinoza, être libre, ce n'est pas échapper à la nécessité, mais comprendre que notre existence suit un enchaînement nécessaire et en devenir pleinement conscient. À cause de cette perception inconfortable, nombreux sont ceux qui vont tenter de faire émerger une autre posture. Plutôt que d'accepter cette réalité, ils vont chercher à la contourner, à la réenchanter ou à la reconquérir. Parfois au nom de Dieu, parfois au nom de l'histoire, de la volonté ou de l'inconscient. C'est ainsi que des pensées en apparence opposées, surnaturelles ou athées, fatalistes ou volontaristes, vont finir par commettre les mêmes erreurs méthodologiques. Comme Spinoza l'avait anticipé, l'envie de se libérer en essayant d'échapper à la nécessité va les mener dans l'erreur. Sigmund Freud sera l'un des premiers à chercher une explication scientifique du déterminisme. Avant d'inventer la psychanalyse, Freud est un neurologue formé aux sciences dures. Il travaille sur le cerveau, les nerfs et tente d'expliquer les états mentaux comme des mécanismes physiques influencés par le positivisme scientifique de son époque. Il veut comprendre l'esprit humain comme un phénomène naturel, sans métaphysique ni morale. En 1897, bouleversé par la mort de son père, il entame une correspondance intime avec un de ses amis. Dans la lettre 75, datée du 15 octobre, il évoque des souvenirs d'enfance oubliés, des fantasmes incestueux et ce qui deviendra plus tard l'une de ses théories les plus célèbres, le complexe d'Oedipe. Il écrit « Je viens de faire une découverte tout à fait décisive et qui, en ce qui concerne moi-même, m'a rempli de surprise. J'ai trouvé en moi-même, comme partout ailleurs, des sentiments amoureux envers ma mère et de la jalousie envers mon père. » Face à ces pulsions qu'il ne comprend pas, Freud cherche une explication rationnelle. Il révélera en 1932 que Schopenhauer et son concept de volonté renforcera son intuition. Il veut proposer une lecture rationnelle de la souffrance psychique à la manière d'un biologiste du psychisme. Il en tire un raisonnement personnel presque intime. Premièrement, j'ai eu des envies interdites. Deuxièmement, ces envies ne viennent pas de ma volonté consciente. Conclusion, elles viennent donc d'une autre instance psychique, l'inconscient. L'inconscient devient ainsi, chez Freud, l'expression scientifique de la volonté de Schopenhauer. Un déterminisme psychique, invisible mais omniprésent. Mais en fondant sa théorie sur l'introspection, Freud engage une démarche qui va poser très vite un autre problème. Peut-on fonder une science sur ce que l'on ressent et sur ce qu'on croit vrai de soi? Le philosophe Karl Popper va repérer une faille méthodologique majeure directement liée à l'origine du complexe d'Oedipe. Freud a reconnu très tôt dans sa carrière qu'il avait un fantasme envers sa mère pendant l'enfance et, comme s'il s'agissait d'un mécanisme de projection psychologique, il va commencer à l'appliquer à tous les enfants dans un modèle exclusivement hétérosexuel. Ce phénomène de projection de ses propres fonctionnements sur autrui est aujourd'hui bien étudié en neurologie et en psychologie. Peut-être que Freud se met à généraliser de manière inconsciente. Il avait suggéré sa projection dans sa lettre en 1897. J'ai trouvé en moi-même, comme partout ailleurs, des sentiments amoureux envers ma mère et de la jalousie envers mon père. Cela s'observe en particulier sur sa manière d'étudier ses cas cliniques. On découvre une mécanique qui ne laisse aucune place à la contradiction. Si le patient exprime de l'amour pour sa mère, c'est la confirmation du complexe. S'il exprime du rejet ou de la haine, c'est un signe de refoulement du désir. S'il n'exprime rien du tout, c'est un déni, donc une autre forme de preuve. Quel que soit le comportement, l'hypothèse de départ gagne. En philosophie, c'est ce que nous appelons une pétition de principe. Un fonctionnement circulaire où chaque cas devient une confirmation. Le complexe d'Oedipe n'est pas simplement une hypothèse psychologique, c'est un modèle interprétatif fermé sur lui-même où tout devient signifiant, même l'absence de signes. Freud utilise un vocabulaire scientifique, pulsion, mécanisme, inconscient, refoulement. Mais derrière cette façade rationnelle, sa théorie ne repose ni sur des prédictions testables, ni sur des expériences réfutables. La psychanalyse s'immunise contre la contradiction. Elle semble tout expliquer, mais ne prend jamais le risque d'être contredite. Elle donne l'apparence de la science sans en suivre les exigences. Ainsi, la première réelle tentative de démontrer l'absence de libre arbitre d'un point de vue scientifique s'est transformée en pseudoscience non valide.
Freud n'est pas le seul à tomber dans ce piège. Dans les démarches de Marx, du catholicisme et de Sartre, on retrouve un même biais méthodologique fondamental. Il cherche à valider une intuition. Marx postule que l'histoire humaine est entièrement régie par l'opposition entre dominant et dominé, plutôt que de poser le matérialisme historique comme une hypothèse à vérifier. Puis il interprète chaque événement passé et présent comme une manifestation de ce conflit. Le catholicisme post-tridentin part d'un Dieu irréfutable qui condamne le péché et nous apporte le salut et le jugement, puis bâtit une théologie du libre arbitre. Freud postule l'existence d'un inconscient qui gouverne nos pensées, plutôt que de poser l'inconscient comme une hypothèse, puis il interprète rêve et lapsus pour justifier son intuition. Sartre postule une liberté radicale de la conscience qu'il fonde sur une analyse phénoménologique. Puis il construit tout un système philosophique pour l'expliquer, sans traiter son point de départ comme une hypothèse réfutable. Tous partagent une même démarche inversée. Ils traitent leur point de départ comme valide a priori, puis cherchent les preuves. Le point de départ devient donc aussi la conclusion, et cherchent ensuite à reconstruire le monde pour qu'il corresponde à leur axiome. Ce sont des raisonnements à rebours, où l'intuition dirige l'analyse, plutôt que de vérifier s'ils peuvent avoir raison. Leur point commun ? Ils supposent tous implicitement que l'esprit humain peut se prendre lui-même pour objet. Et pourtant, nous savons aujourd'hui que notre cerveau est truffé de biais cognitifs, de raccourcis d'illusions qui faussent notre perception. Ce qui manque à ces modèles, ça n'est pas l'intelligence, c'est d'accepter qu'eux-mêmes, en tant que penseurs humains, sont par nature fondamentalement faillibles et limités. La profonde limite de nos capacités cognitives doit être impérativement prise en compte dans l'étude de tout sujet. Une intuition ne peut être au mieux qu'une hypothèse qu'il va falloir tester avant de pouvoir pousser la réflexion et de tirer des conclusions. Cette démarche douloureuse de devoir accepter notre condition première animale limitée est la condition sine qua non pour parvenir à faire la distinction entre l'utilité et la vérité. Toute intuition première doit être mise à l'épreuve dès lors qu'elle est évoquée, avant d'essayer de tirer une conclusion ou de passer à l'étape suivante. J'aimerais manger une pizza ce soir est une intuition acceptable. Mais vous ne pourrez pas savoir que vous avez tort tant que la pizza n'est pas confrontée à la crêpe complète avec bol de cidre. Une réflexion sur l'origine de l'intuition doit être apportée. Puis une démarche pour la tester et la mettre à l'épreuve, pour potentiellement la réfuter, doit être le premier pas de toute réflexion humaine, quel que soit le sujet, si l'objectif est de s'approcher de la vérité. Toute tentative de justifier une hypothèse au lieu de chercher à prouver qu'elle est fausse conduit au dogme, même si ce dogme pourrait avoir une utilité. Nous l'avons vu dans la vidéo sur le triomphe du christianisme, le christianisme, de par son adaptabilité et son utilité, a réussi à devenir la religion la plus populaire au monde, mais ceci ne prouve pas sa véracité. Karl Popper est le philosophe autrichien du XXe siècle qui s'est attaché à définir ce qui distingue la science des croyances. C'est lui qui a théorisé ce principe radical: la science ne cherche pas à vérifier, mais à réfuter. Une théorie scientifique est celle qu'on peut mettre en échec. Karl Popper prend l'exemple d'Albert Einstein. Sa théorie de la relativité générale a révolutionné notre compréhension de la gravité, mais elle n'a pas été acceptée sans être soumise à des tests rigoureux. Popper explique que la prédiction de la déviation de la lumière des étoiles par le champ gravitationnel du Soleil lors d'une éclipse solaire offrait une possibilité concrète de réfutation. S'il n'avait pas observé ce qu'il avait prédit lors de l'éclipse de 1919, sa théorie aurait été abandonnée à ce moment. C'est l'inverse de la méthode de Freud, Marx, des théologiens et de Jean-Paul Sartre. Bien que leur système de pensée ait eu une influence considérable sur la culture et l'histoire, ils partent tous du principe que leur intuition est vraie, puis construisent leur modèle sans vérifier leur fondation. Même animés des meilleures intentions, les êtres humains sont intrinsèquement sujets à des biais cognitifs qui nous inclinent à valider nos croyances préexistantes plutôt qu'à les remettre en question. De manière simple, notre cerveau n'aime pas avoir tort et va tout faire pour expliquer pourquoi il a raison. Ce phénomène bien documenté en psychologie entrave considérablement la pensée objective. Il s'explique particulièrement à travers le biais de confirmation et l'effet de croyance. Le biais de confirmation se manifeste par notre tendance à rechercher, interpréter et privilégier les informations qui confirment nos croyances ou hypothèses initiales, tout en ignorant ou en minimisant l'importance de celles qui les contredisent.
Nous avons une propension inconsciente à filtrer le monde de manière à ce qu'il corresponde à nos vues préconçues. Cette recherche sélective d'informations renforce nos convictions existantes, rendant difficile la révision de nos opinions, même face à de nouvelles preuves contraires. L'effet de croyance, quant à lui, décrit notre tendance à nous fier à nos croyances pour évaluer une conclusion, surestimant la validité d'une conclusion qui correspond à nos croyances, et ce, indépendamment de sa validité logique réelle. Nous accordons plus de poids aux informations qui soutiennent nos convictions et pouvons même surévaluer la probabilité d'événements qui correspondent à nos désirs. Le rationalisme critique de Popper cherche à prendre en compte l'imperfection de la raison humaine. C'est une méthode, une discipline intellectuelle conçue pour nous permettre de douter de nos propres jugements et connaissances, sans pour autant sombrer dans un scepticisme paralysant. Nous sommes désormais armés pour étudier notre capacité à être libre. Sortons des grandes théories pour revenir à quelque chose de concret, de plus personnel. Après tout, le libre arbitre, c'est quelque chose que chacun ressent intimement, au moins en apparence. Donc, si on veut vraiment être rigoureux intellectuellement, pourquoi ne pas tester nous-mêmes, à notre échelle, pour voir si on peut le ressentir? Je vous propose que nous tentions ensemble une petite expérience introspective simple, inspirée par la spécialiste de la conscience, Anaka Harris. Installez-vous confortablement. Si vous le souhaitez, fermez les yeux quelques instants et je vous dirai quand vous pouvez les ouvrir. Pendant une vingtaine de secondes après que je m'arrête de parler, décidez qu'à un moment de votre choix, vous allez bouger un doigt ou lever une main, bouger un pied ou un orteil. Laissez venir le mouvement. N'anticipez pas trop, n'essayez pas de planifier le mouvement à l'avance, contentez-vous de prendre la décision. Si vous avez fermé les yeux, vous pouvez les ouvrir. Qu'avez-vous ressenti? D'où est venue la décision de bouger? Si vous avez accepté de participer à l'exercice, peut-être avez-vous perçu quelque chose d'étrange, comme un léger décalage entre vous et la décision. Comme si la pensée de bouger était apparue toute seule dans votre esprit, plutôt que d'avoir été fabriquée volontairement par vous. C'est souvent l'effet que ça fait en tout cas. La décision jaillit un peu spontanément. On peut se demander, suis-je vraiment l'auteur de cette décision, ou bien est-elle apparue en moi sans mon contrôle? Si vous le souhaitez, vous pouvez à nouveau réaliser cet exercice dans le futur pendant quelques minutes. Réfléchissons. Pour qu'un mouvement de votre doigt ait lieu, il faut qu'un signal électrique parte de votre cerveau vers votre muscle. Ce signal doit être envoyé avant que le membre bouge effectivement. Si votre conscience de la décision ne surgit qu'au moment où votre doigt bouge, c'est déjà trop tard pour que votre conscience en soit l'origine. Autrement dit, si vous n'avez pris conscience de votre choix de bouger qu'au moment où votre membre bouge, c'est que la décision a été prise avant que vous n'en ayez pris conscience. C'est bien ce petit flottement, ce petit doute que vous venez peut-être de ressentir en vous, que la science a cherché à mesurer. Ce décalage entre le moment où le cerveau décide et le moment où nous, on a l'impression de décider. Les neurosciences l'ont mis en évidence de manière objective. Ce faisant, ils l'ont confirmé. Votre cerveau décide avant que vous n'ayez conscience de la décision. Ce que Schopenhauer pressentait intuitivement il y a 200 ans, nous pouvons aujourd'hui le mesurer à l'échelle de la milliseconde. Les avancées de la neuroscience ont permis de chronométrer l'écart entre le moment où le cerveau prend une décision et le moment où notre conscience en a connaissance. La première expérience célèbre sur ce sujet a été réalisée en 1983 par le neurophysiologiste Benjamin Libet, un pionnier dans l'étude scientifique de la conscience. Libet a demandé à des volontaires de faire un geste très simple, bouger le poignet ou un doigt, quand ils le voulaient librement. Les participants devaient aussi indiquer à quel moment exact ils avaient senti l'envie de bouger en regardant une sorte d'horloge spéciale pendant l'expérience. Pendant ce temps, Libet enregistrait l'activité électrique de leur cerveau grâce à des électrodes posées sur le crâne
pour détecter ce que l'on appelle le potentiel de préparation, c'est-à-dire le signal cérébral qui précède un mouvement volontaire. Libet observait déjà une activation dans le cerveau environ 550 millisecondes avant que le participant ne bouge le doigt. Cela représente plus longtemps qu'une demi-seconde. Combien de touches de clavier êtes-vous en mesure de taper lorsque vous écrivez un SMS sur votre smartphone? En moyenne, entre 4 et 6 touches par seconde, selon une étude publiée en 2019 sur plus de 37 000 participants. En revanche, dans l'expérience de Libet, la personne ne reportait avoir conscience de sa décision de bouger qu'environ 200 millisecondes avant le mouvement. Autrement dit, le cerveau était actif plus d'une demi-seconde avant l'action, alors que la conscience, elle, n'avait l'impression de décider que juste 1/5 de seconde avant l'action. Il y a donc un décalage d'environ 350 millisecondes, soit un peu plus d'un tiers de seconde, entre le moment où la décision était prise inconsciemment dans le cerveau et le moment où la personne en avait conscience. C'est le temps de taper entre 2 et 3 touches sur votre smartphone. Au final, au-delà de la durée exacte, le fait essentiel, c'est ce retard systématique de la conscience par rapport au cerveau. Beaucoup de gens, en entendant parler de l'expérience de Libet, répondent « oui, bon d'accord, mais c'est juste un petit geste, pour des décisions plus complexes, le libre arbitre pourrait fonctionner ». En réalité, rien n'indique que ce phénomène se limite aux gestes simples. Des expériences ultérieures ont montré que, même pour des choix plus élaborés, le cerveau prend de l'avance sur la conscience. Ce n'est pas parce que l'action est basique que le résultat serait différent pour des décisions plus importantes. Au contraire, plus on affine les expériences, plus on réalise que le cerveau prépare nos choix en amont, qu'ils soient triviaux ou significatifs. En 2008, une équipe de neuroscientifiques a poussé l'investigation encore plus loin. Ils ont utilisé l'IRM fonctionnel, qui permet de visualiser l'activité de différentes zones du cerveau en temps réel. Cette fois, les participants devaient effectuer un choix plus complexe. Appuyer sur un bouton avec la main gauche ou avec la main droite quand ils le voulaient et choisir librement l'un des deux côtés. Là encore, on leur demandait de noter à quel moment ils avaient pris leur décision consciente. Les chercheurs analysaient les images cérébrales pour voir si quelque chose trahissait à l'avance le choix à venir. Effectivement, les chercheurs étaient en mesure de prédire avec une fiabilité significative quel bouton le participant allait presser plusieurs secondes avant que celui-ci ne se sente avoir fait son choix. En moyenne, ils observaient des signaux indiquant qu'une décision a été prise jusqu'à 7 à 10 secondes avant que la conscience du participant ne sache qu'un choix a été fait. Dans cette expérience, le cerveau peut avoir choisi jusqu'à 10 secondes avant que la personne ne sache ce qu'elle avait choisi. Les zones du cerveau impliquées dans cette anticipation étaient notamment le cortex préfrontal, qui est impliqué dans nos pensées, nos intentions, et le cortex pariétal, impliqué dans l'attention et la planification. À ce stade, on peut dire que pour ces décisions simples, gauche-droite, la conscience du volontaire n'a fait que recevoir l'information d'une décision déjà prise en coulisses. La sensation de prendre la décision au moment présent était une sorte de retard illusionnel. Nous avons déjà observé ce phénomène dans la vidéo « Dieu vient de la morale ». La conscience invente une raison post-hoc pour justifier une décision qu'elle n'a jamais prise. Est-ce que ça veut dire que notre conscience ne sert à rien, que tout est joué d'avance, que nous sommes de simples robots? La science ne dit pas que la conscience est inutile ou qu'il n'y a aucune différence entre un humain conscient et une machine inconsciente. Pour être plus précis, à ce jour, les neurosciences ne sont pas en mesure de démontrer ni de savoir si la conscience est utile ou non dans le fonctionnement d'un être humain. Beaucoup de chercheurs y travaillent et certains d'entre eux suggèrent que la conscience a effectivement une utilité dans des modèles, mais que nous ne considérons pas comme étant définitivement prouvée. Nous ne savons pas aujourd'hui si la conscience joue un rôle dans la vie de notre corps et de notre cerveau. Ce qu'elle montre, en revanche, c'est que ce qu'on appelle couramment le libre arbitre conscient est au mieux une illusion, qui pourrait être une propriété émergente neurologique. En suivant la méthode du rationalisme critique de Karl Popper,
En étudiant le sujet avec la prise en compte de nos biais cognitifs, la science est claire. Elle ne parvient pas à trouver de place pour un choix libre dans le déroulement de nos actions. Jusqu'à preuve du contraire, notre cerveau décide avant que nous ayons la possibilité d'en avoir conscience. Revenons au mécanisme brut de nos décisions. Si ce n'est pas un esprit immatériel qui tire les ficelles, d'où viennent-elles nos décisions? Que se passe-t-il concrètement dans notre cerveau quand on décide quelque chose? Les neurosciences nous disent que ce qu'on appelle un choix ou une décision est le résultat d'une multitude de processus neuronaux automatiques. Notre cerveau est un réseau extrêmement complexe de neurones organisés en circuits. Des structures profondes, comme par exemple les ganglions de la base, jouent un rôle central dans le déclenchement de nos actions. Ce sont en quelque sorte les centres de décision du cerveau, en dialogue constant avec notre cortex préfrontal qui lui intègre nos objectifs et nos pensées. Chaque décision est le produit de calculs neuronaux qui intègrent une très grande quantité d'informations. Nos perceptions du moment présent, nos souvenirs, nos habitudes, nos émotions, etc. Malgré les efforts des neuroscientifiques dans leurs recherches, nous ne parvenons pas à prouver scientifiquement que ces calculs se font avec une quelconque intervention de la conscience. Le psychologue Daniel Kahneman parle de système 1 et de système 2 pour décrire nos modes de pensée. Le système 1, c'est la pensée rapide, intuitive, automatique, largement inconsciente. Et le système 2, c'est la pensée plus lente, délibérée, peut-être consciente. La réalité, c'est que le système 1 automatique prend en charge une énorme partie de nos choix quotidiens, et même quand on active le système 2 pour réfléchir posément, nos intuitions et nos automatismes ont souvent déjà balisé le terrain. En clair, nous croyons écrire le script de nos pensées, alors qu'en réalité, nous les découvrons une fois qu'elles sont déjà sur le papier, si l'on peut dire. Nos pensées émergent de processus dont nous n'avons pas conscience, et nous n'en prenons connaissance qu'après coup. C'est un peu comme si notre cerveau était un énorme ordinateur qui travaille en arrière-plan, et que notre conscience n'était que l'écran sur lequel s'affichent les résultats, en prétendant « voilà ce que j'ai décidé ». Il faut ajouter à cela que chaque cerveau humain est unique, non pas parce qu'il existerait une âme libre et inexplicable, mais en raison de déterminismes complexes qui varient pour chacun d'entre nous. Par exemple, notre héritage génétique influe sur notre tempérament et sur nos prédispositions. Notre environnement joue tout autant. L'éducation qu'on reçoit, les expériences marquantes de notre vie, les influences culturelles, tout cela sculpte petit à petit nos circuits neuronaux. Même l'expression de nos gènes est modulée par nos expériences. C'est l'épigénétique que nous avons déjà abordé dans Dieu vient de la morale. Chaque choix que nous faisons est le reflet d'un cerveau façonné par un très grand nombre de causes internes et externes. Malgré toutes leurs tentatives, les neurologues ne parviennent pas à trouver le moindre processus de décision qui échapperait aux lois de la physique. Dans le cerveau humain, rien n'apparaît ex nihilo, par une sorte de volonté métaphysique. Je suis sincèrement désolé, Schopenhauer. À ce stade, nous avons vu que nos décisions sont déterminées par des causes physiques dans le cerveau, que la conscience intervient après coup. Mais si tout est déterminé, comment continuer à vivre ensemble? Est-ce qu'on doit renoncer à l'idée de justice, de responsabilité et de morale sociale? Sommes-nous condamnés au nihilisme, au fatalisme? Au contraire, nous allons voir que prendre conscience de nos limites nous libère. Vous rentrez chez vous après une dure journée de travail. Après un dîner rapide, vous allumez les infos et découvrez qu'un homme d'une trentaine d'années est décédé lors d'une fusillade qu'il a causée au cours d'une récupération d'une large quantité de drogue dans un grand port. Plusieurs de ses complices ont été blessés, 2 policiers ont perdu la vie. Parmi les 2 officiers, une jeune diplômée de 22 ans qui en était à sa 2e patrouille. Son petit ami allait la demander en mariage le week-end prochain. Son collègue, un père de famille qui laisse 3 enfants en bas âge. Sa femme va se retrouver à les élever seule. Vous éteignez la télévision en fureur d'entendre un tel fait divers. Vous jurez profondément et vous vous mettez devant une série comique pour tenter d'oublier.
Et si ça avait été vous, une amie d'enfance, ou les enfants sans père sont des camarades de classe de vos enfants? Vous vous concentrez sur la série pour rire pendant une petite heure, mais au moment de vous coucher, vous vous remémorez brièvement l'info choquante. Vous jurez intérieurement encore une fois avant de vous endormir pour ne pas pleurer de colère et de sidération face à cette violence inacceptable, gratuite et inexcusable. À quel moment avez-vous décidé de laisser la colère vous mener, à jurer, à être grossier, alors que habituellement, vous êtes fier de votre expression? Ces décisions que nous croyons intérieures sont elles-mêmes constamment façonnées par ce qui nous entoure. Non pas de manière métaphysique ou extérieure au corps, mais parce que chaque expérience, chaque interaction, chaque condition sociale ou familiale vient modifier le cerveau en le reprogrammant petit à petit. Vous êtes en colère de ce que vous avez entendu, mais vous n'avez jamais décidé de vous mettre en colère. Cette colère vient de la manière dont votre cerveau s'est structuré et la manière dont votre environnement a construit votre sens moral. Vous avez une haine contre le criminel, mais pas parce que vous avez décidé d'avoir cette haine. En d'autres termes, les causes extérieures n'agissent jamais sans passer par la biologie. Elles façonnent nos circuits neuronaux, influencent l'expression de nos gènes, modèlent nos connexions synaptiques. L'environnement n'est pas une entité mystique en dehors de nous, c'est un ensemble de stimuli qui sculptent le système nerveux. Ce que nous appelons contexte n'est qu'une source parmi d'autres des déterminismes qui se matérialisent dans notre cerveau. Il vous impacte très jeune. Prenons un autre exemple difficile. Un jeune enfant né d'une mère addicte à une drogue dure. Pendant sa grossesse, elle n'aura pas été en mesure de stopper sa consommation. De par ce simple fait, il est très probable que l'enfant va naître avec un déficit en termes de santé et de développement physique lors de sa naissance. Les probables déficits de santé ou une malnutrition de la mère au cours de la grossesse, mais aussi ses carences avant même de tomber enceinte, imposent un lourd handicap qui aura des conséquences sur les premières semaines et premiers mois du développement postnatal de l'enfant, d'un point de vue physique et donc neurologique. Au cours de son développement prénatal, l'enfant va déjà développer des adaptations épigénétiques qui l'impacteront toute sa vie. Dès sa conception, l'enfant est condamné à partir dans les premières années de sa vie avec un profond handicap de départ comparé à la majorité des autres individus de son âge. Il n'a pas choisi cette famille, ni cet environnement. Est-il possible pour lui de rattraper son retard créé avant même la naissance? Son développement cognitif plus tardif, associé à une mère addicte, laisse supposer, au vu des statistiques, que sa mère risque de vivre avec cette addiction encore de longues années si elle n'a pas été en mesure de s'arrêter pendant sa grossesse. Quelle sera sa capacité à apporter une éducation et une présence à la hauteur des handicaps de départ de son enfant? Quid de la mère? Elle est tombée enceinte très jeune, le cortex préfrontal finit de se développer entre 23 et 25 ans. Mais ce développement reste tout aussi important de l'âge de 12 ans jusqu'à la majorité neurologique à 25 ans. La drogue, l'impact d'une grossesse très tôt dans l'adolescence ont déjà commencé à fortement handicaper ses futures capacités neurologiques d'adulte et de mère, même si elle recevait immédiatement une aide. Certains diront « D'accord, mais on peut changer, je peux décider de devenir une meilleure personne, de me reprendre en main, de lutter contre mes mauvaises habitudes. » Oui, nous pouvons changer, mais pas ex nihilo. Pas par un acte de volonté surgi de nulle part. On change parce qu'on est exposé à de nouveaux déterminismes. Qu'est-ce qui conduit à des grossesses prématurées ou de fortes dépendances aux drogues? D'importantes difficultés en préalable. Pauvreté, manque, voire absence d'éducation, traumatisme, le cerveau de la mère a déjà été fortement handicapé avant même sa grossesse. Ses propres conditions qu'elle n'a pas choisies l'ont amenée à cette situation. Même si elle reçoit une forte aide, quelle sera sa réelle capacité neurologique à compenser les handicaps que sa situation a causés à son enfant? Sera-t-elle capable de prendre entièrement en compte ce que son comportement a causé à son enfant au-delà de la marge? A-t-elle la capacité de comprendre son propre comportement et les causes? Pas sans stimuli extérieurs suffisamment puissants pour contrer ses propres difficultés cognitives. Peut-être pourra-t-elle lire un livre qui lui ouvre les yeux. Le livre est un facteur externe qui agit sur nous. On fait une thérapie. Le thérapeute et la méthode sont des causes extérieures qui nous transforment ou on rencontre quelqu'un qui nous influence positivement. Chaque décision de notre part est déclenchée par quelque chose, une nouvelle cause qui vient reprogrammer une partie de notre cerveau. Même l'effort que nous fournissons vient de quelque part.
Souvent, il naît d'un profond mal-être qui nous pousse à changer, ou au contraire, du soutien de nos proches qui nous donne la force de le faire. Nous évoluons en réaction à des causes. Peut-être qu'un choc, comme les mots positifs et l'attitude d'une enseignante bienveillante envers son enfant vont lui donner l'espoir que la personne qu'elle aime plus que tout au monde pourra s'en sortir. C'est ce qui va arriver à son enfant en classe de CM1. Reprenant de l'espoir, elle va tout faire pour chercher à améliorer un tant soit peu les conditions de vie qu'elle peut apporter. C'est ce stimulus extérieur qui va la faire réagir. Elle va trouver de l'aide. Elle a entendu parler du fait que son enfant se bat à l'école, mais dans sa situation de pauvreté, c'est la règle dans cet établissement. Elle a du mal à lire, mais elle est encouragée par les mots positifs. Elle parvient à diminuer sa consommation de drogue, ce qui libère quelques dizaines d'euros par mois pour acheter quelques livres. Elle souffre du fait que sa vie est ratée à ses yeux, mais son enfant commence à s'intéresser à la lecture. Il sourit lorsque sa maîtresse lui fait des compliments. Lorsque son enfant vole quelque chose ou participe à des bagarres au collège, la bienveillance de ses enseignants et l'envie que sa mère soit fière de lui fait qu'il se retrouve à structurer sa morale et son cerveau différemment. Il ne veut pas faire du mal à sa mère. Ces stimuli extérieurs renforcent son envie de la rendre fière et d'améliorer sa vie pour qu'elle puisse sortir de la drogue. Il veut que sa maîtresse de primaire, qu'il croise dans la rue de temps en temps, soit souriante. Ces stimuli extérieurs forts font que, en ayant conscience de ses difficultés de départ, son cerveau s'adapte à sa situation. Il prend des décisions, il se structure. Son lobe préfrontal se renforce avec ses concepts au cours de l'adolescence. Ces stimuli extérieurs ont changé le comportement de cet enfant en dehors de ce que son cerveau pouvait faire. Sa mère est devenue heureuse parce que malgré sa sensation de ne rien pouvoir faire, des éléments sur lesquels elle n'avait aucun contrôle et l'incapacité neurologique de prendre des décisions ont changé sa vie. Cet exemple illustre que beaucoup de comportements que l'on juge moralement sont en réalité le produit d'une prison de causes extérieures et intérieures dans laquelle les individus se retrouvent enfermés sans l'avoir décidé. Nos goûts, nos aversions, nos valeurs, nos réactions émotionnelles, tout cela a une histoire causale. Même les traits de personnalité sur lesquels on pourrait fonder l'idée d'un libre arbitre. Des phrases comme « un tel est travailleur, il a de la volonté, donc il choisit de travailler dur » sont eux-mêmes le résultat d'influences antérieures. L'éducation valorisant l'effort, le compliment inattendu que l'on a envie d'entendre de nouveau, l'insécurité financière qui pousse à trouver des solutions pour le bonheur de ses proches, le modèle parental dont nous sommes issus. Cette mère, tu ne sais pas qui elle est. Tu as entendu parler de son fils, un soir où tu rentrais du travail et tu as allumé la télévision. Tu as entendu parler d'une jeune policière, diplômée, qui allait se marier et de 3 orphelins. Tu as entendu parler d'un homme trentenaire, un fils, dealer et meurtrier. Il voulait voir sa mère et sa maîtresse d'enfance lui sourire. Tout ce qu'il voulait, c'était compenser les handicaps qui datent d'avant même sa conception, sans avoir les outils pour. Comprendre n'est pas excuser, mais comprendre permet de progresser. La connaissance des causes amène à la compréhension. Comprendre permet la compassion et dissout la haine. Admettre que le choix libre n'existe pas ne mène pas à la dépression ou au nihilisme. Au contraire, il mène à une profonde libération. Robert Sapolsky adopte un déterminisme radical dans ses travaux et en tire une conclusion humaniste. Comprendre les causes qui façonnent le comportement rend plus compatissant. Nous devenons capables de faire passer la compréhension intellectuelle avant le jugement émotif. Nous cherchons à aider ou à prévenir plutôt que de nous venger. Anaka Harris et d'autres philosophes de l'esprit considèrent que réaliser l'illusion du libre arbitre peut apporter un certain apaisement intérieur. Nous arrêtons de nous flageller pour chaque erreur lorsque nous comprenons que nous ne sommes pas un démon irrationnel qui l'a voulu. Nous pouvons arrêter de cultiver de la rancune féroce contre les autres, en les tenant pour des monstres, ayant choisi délibérément le mal. Nous comprenons que tout comportement a des causes. Ça n'excuse pas, mais ça explique. Ceci nous invite à la compréhension plutôt qu'au jugement hâtif. D'une certaine façon, on rejoint là une intuition qu'avait Spinoza. La véritable liberté réside dans la compréhension de la nécessité. En étant lucides sur les causes, nous cessons d'être la marionnette de nos passions
truffé d'illusions. Accepter le déterminisme, c'est voir la réalité telle qu'elle est. Cette lucidité nous donne du pouvoir. Pas le pouvoir magique d'un homme-dieu autonome, mais le pouvoir bien réel d'orienter les choses en connaissance de cause et aussi de pardonner plus facilement. Il nous libère contre cette quête insensée de recherche de contrôle sur l'incontrôlable. Si je sais qu'une personne qui m'a blessé l'a fait parce qu'elle-même souffrait, ou avait un conditionnement particulier, ou n'avait absolument pas conscience qu'elle allait me blesser, je serai plus enclin à la compassion, ou au moins à la compréhension. Ça ne veut pas dire que j'approuve, mais je suis désormais capable de ne pas la réduire à un pur salaud qui aurait pu choisir d'être gentil et qui a choisi d'être méchant, comme aurait dit Socrate. Je la vois comme un être humain pris dans des causes. Je vais pouvoir chercher à l'aider, ou au moins, je vais éviter de rajouter de la haine inutile. Sur le plan de la société, cette prise de conscience ouvre la voie à des approches plus intelligentes. Des politiques qui s'attaquent aux causes de la criminalité plutôt que de simplement punir par esprit de vengeance. Une éducation qui comprend mieux les différents profils d'enfants au lieu de blâmer ceux qui ne font pas d'efforts. Une justice réparatrice qui vise à réinsérer plutôt qu'à diaboliser. Le fait de comprendre que nous ne sommes pas libres au sens absolu, cette lucidité, cette compréhension, c'est une forme de libération de la haine, de la culpabilité excessive, du ressentiment qui nous empoisonne. C'est un soulagement de réaliser que nous sommes tous dans le même bateau causal. L'illusion du libre arbitre s'apprend comme tant d'autres fictions culturelles que nous prenons pour des évidences. Il n'est pas difficile de constater que nous sommes loin de décider la majorité de nos actions. La grande majorité des courants philosophiques à travers le monde n'y ont jamais cru. L'Europe est un cas particulier, mais la croyance dans le libre arbitre est restée avant tout populaire. Les plus grands philosophes n'ont jamais cessé d'en douter, nous l'avons vu. La science nous permet aujourd'hui de confirmer cette intuition multimillénaire que nous ne sommes pas réellement le capitaine de notre bateau. Le choix libre est une illusion créée post hoc par notre cerveau. Le plus important, c'est l'effet que peut avoir cette prise de conscience. Loin d'être une perte, c'est un soulagement, une libération. Comprendre que personne n'est un pécheur originel, volontaire, que personne ne choisit d'être un salaud ou un raté dans le vide absolu du libre choix, cela rend le jugement d'autrui illogique. Cette lucidité est libératrice. Elle nous libère de la colère aveugle, de la culpabilité écrasante et de l'illusion de la perfection. Elle nous permet d'aborder la vie avec plus de compassion, plus de responsabilité éclairée et, paradoxalement, plus de contrôle réel sur nous-mêmes. Sartre avait tort. Sisyphe n'est pas seulement le plus libre des hommes. Il est surtout le plus heureux d'entre nous.